Il pensait l'avoir brisé ce soir-là, sans savoir qu'il venait d'activer quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais contrôler. La pluie frappait les vitres de l'étude notariale comme un battement régulier, presque solennel. Chaque goutte semblait marquer la fin d'un chapitre. Élodie était assise droite sur sa chaise, les mains posées sur la table en bois sombre, parfaitement immobile. Elle avait choisi une tenue simple, élégante, neutre, pas pour impressionner, pour ne rien laisser transparaître. En face d'elle, Julien fixait les documents sans vraiment les lire. Philippe Delorme gardait le menton légèrement relevé, dans cette posture qu'il adoptait lorsqu'il estimait assister à la restauration d'un ordre naturel. Chantal, elle, observait Élodie avec cette douceur feinte qui masquait mal sa satisfaction. 5 ans plus tôt, Élodie n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une telle pièce, à signer la fin de son mariage sous le regard approbateur de ceux qui n'avaient jamais voulu d'elle. Elle se souvenait précisément du jour où tout avait commencé. Le salon professionnel de Lyon était bruyant, saturé de voix et de tissus colorés. Elle travaillait depuis l'aube sur le stand d'un petit atelier marseillais. Elle portait une robe simple et tenait un carnet rempli de commandes. Julien s'était approché avec aisance, costume parfaitement ajusté, montre discrète mais luxueuse. Il avait complimenté la qualité des tissus, posé des questions pertinentes, puis dérivé vers une conversation plus personnelle. « Vous êtes passionné par ce que vous faites », avait-il dit en la regardant droit dans les yeux. Elle avait souri, un peu surprise qu'on remarque autre chose que son rôle d'assistante. Il avait ce talent rare, faire sentir à l'autre qu'il comptait. Ce jour-là, au milieu du tumulte, elle avait eu l'impression d'être vue. Leur relation avait progressé rapidement. Restaurants élégants, week-ends improvisés, projets murmurés à voix basse. Julien parlait d'avenir avec une conviction rassurante. Il lui promettait un monde plus vaste que celui qu'elle connaissait. Lorsqu'il l'avait présenté à ses parents, le contraste avait été brutal. Philippe l'avait évalué d'un seul regard, comme on examine une pièce dont on doute de la valeur. Chantal avait souri poliment, trop poliment. Le premier dîner dans la villa familiale avait été une épreuve silencieuse. Argenterie brillante, conversation calibrée, référence à des voyages, à des écoles privées, à des relations influentes. Élodie avait fait de son mieux. Elle avait écouté attentivement, parlé quand il le fallait, remercié pour le repas. Puis Chantal avait observé sa robe quelques secondes de trop avant d'adresser un regard à Julien. Ce sourire, un sourire infime, mais lourd de sens. À partir de ce moment, tout devint subtil. Philippe glissait des remarques sur les différences de milieu. Chantal corrigeait sa manière de tenir un verre, de prononcer certains noms, de disposer des couverts, toujours avec douceur, toujours en public. Et Julien ne contredisait jamais ses parents. Au début, Élodie pensait qu'il s'agissait d'une phase d'adaptation. Elle redoublait d'efforts, elle lisait davantage, s'intéressait au marché financier, apprenait les codes des réceptions formelles. Elle voulait être à la hauteur. Mais la barre se déplaçait sans cesse. Un soir, après un dîner particulièrement tendu, elle avait demandé à Julien « Pourquoi tu ne dis rien ?» Il avait soupiré, fatigué. « Tu sais comment ils sont, inutile de créer des conflits. » C'était la première fissure. Les années suivantes consolidèrent cette réalité. Elle n'était pas l'épouse qu'on avait choisie, elle était celle qu'on tolérait. Dans la salle notariale, Philippe brisa le silence. Enfin, tout rentre dans l'ordre. Il ne la regardait même pas directement. Il parlait comme s'il constatait la réparation d'une erreur administrative. Chantal ajouta, en inclinant légèrement la tête, « Retourne dans ta misère, Élodie. C'est là que tu appartiens. » Le mot resta suspendu dans l'air. Misère. Élodie sentit son cœur battre plus lentement, non plus vite, comme si quelque chose en elle se stabilisait au lieu de se briser. Elle pensa à ses parents, à leur petit appartement, à la table bancale réparée plusieurs fois, au dimanche où son père apportait des croissants malgré la fatigue, à sa mère qui disait toujours « On n'a peut-être pas beaucoup, mais on a notre dignité ». Si c'était cela, la misère, alors elle en était fière. Julien ne leva pas les yeux. C'était peut-être cela le plus douloureux autrefois, mais plus maintenant. Car depuis 4 mois, un secret reposait calmement au fond de son esprit. La mort de tante Fernande avait d'abord été une nouvelle triste, presque lointaine. Elle s'appelait Peu.
Pourtant, la lettre manuscrite reçue chez le notaire avait changé quelque chose. J'ai observé ta vie sans intervenir. J'ai vu ta patience. J'ai vu ta dignité. Je te laisse ce que j'ai construit. Pas pour te sauver, pour que tu choisisses. Près de 3 millions d'euros. Élodie avait relu la lettre plusieurs fois. Elle n'avait parlé à personne de cet héritage. Pas même à Julien. Elle n'avait pas cherché à fuir, ni à se venger. Elle avait réfléchi. Elle avait étudié les bilans publics de Delorme Industries, les décisions stratégiques récentes, les baisses discrètes de valeur, les actionnaires inquiets. Elle avait compris une chose essentielle, l'entreprise était forte en apparence, fragile en profondeur. Dans la salle notariale, l'avocat fit glisser les documents vers elle. « Vous pouvez signer ici. » Sa main saisit le stylo avec une stabilité presque déconcertante. Pas un tremblement, pas une hésitation. Elle signa. À cet instant précis, Philippe et Chantal crurent assister à la disparition définitive d'Élodie Roussel de leur univers. Ils ignoraient qu'en réalité, elle venait de tourner une clé invisible. Elle se leva, ramassa son sac et quitta la pièce sans un mot. Les talons de ses chaussures résonnaient doucement sur le marbre du couloir. Dans l'ascenseur, seule enfin, elle inspira profondément. Ce n'était pas la fin. C'était le point exact où tout commençait à se mettre en place. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait ni rejetée, ni humiliée. Elle se sentait prête. Elle se sentait prête. Le lendemain matin, Lyon s'éveillait sous un ciel pâle et silencieux. Élodie se leva tôt, comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, ce n'était pas pour s'adapter à un monde qui la jugeait. C'était pour entrer dans un monde qu'elle avait choisi d'affronter. Dans son appartement encore provisoire, des dossiers soigneusement classés étaient alignés sur la table. Rapports financiers, historiques d'actions, analyses sectorielles. Pendant 4 mois, elle n'avait rien laissé au hasard. Elle avait rencontré un conseiller financier indépendant, puis un avocat spécialisé en droit des sociétés. Elle avait créé une structure fiduciaire sous un nom neutre, légalement irréprochable. Chaque acquisition d'actions avait été progressive, stratégique, presque invisible. Elle connaissait désormais Delorme Industries mieux que quiconque autour de cette table de direction. Elle savait que les 2 dernières décisions de Philippe, l'expansion rapide sur un marché étranger mal étudié et l'investissement excessif dans une ligne de production peu rentable, avaient fragilisé la trésorerie. Elle savait que plusieurs petits actionnaires vendaient discrètement, inquiets. Elle savait aussi que l'image publique de solidité masquait une tension interne réelle. Ce n'était pas une attaque impulsive, c'était une lecture froide d'une opportunité. 4 jours après la signature du divorce, la réunion extraordinaire du conseil d'administration fut convoquée. Élodie entra dans le bâtiment avec une démarche calme. Elle portait un tailleur gris sobre, parfaitement ajusté. Ni ostentatoire, ni timide. Elle n'était plus l'épouse invitée en retrait. Elle était l'actionnaire majoritaire. Dans la salle de réunion, les administrateurs murmuraient entre eux. Et personne ne connaissait encore l'identité réelle de la société fiduciaire qui détenait désormais 46% des parts. La porte s'ouvrit. Philippe entra le dernier. Lorsqu'il la vit assise en bout de table, un dossier ouvert devant elle, il s'arrêta net. Ce n'était pas simplement la surprise de la voir, c'était la compréhension soudaine que l'ordre qu'il croyait immuable venait d'être déplacé. Chantal, derrière lui, resta figée. Son regard oscillait entre incompréhension et indignation muette. Élodie se leva par simple courtoisie. « Bonjour Philippe, bonjour à tous, merci d'être présent. » Sa voix était stable, ni dure, ni tremblante. L'avocat de l'entreprise prit la parole, visiblement mal à l'aise. La société représentée ici détient désormais 46% des parts de Delorme Industries. Toutes les acquisitions ont été vérifiées. Elles sont conformes à la législation en vigueur. Un silence lourd tomba sur la pièce. Philippe reprit contenance. C'est absurde. Une prise de participation de cette ampleur ne peut pas passer inaperçue sans intention hostile. Élodie soutint son regard. Il n'y a aucune hostilité, Philippe. Il y a une stratégie. Elle fit glisser des documents vers les membres du conseil. Graphiques, courbes, projections, études comparatives. Elle exposa les faiblesses structurelles accumulées ces 2 dernières années. Elle démontra l'impact des décisions risquées sur la trésorerie. Elle présenta un plan de restructuration mesuré, réduction des investissements non rentables,
renégociation de certains contrats internationaux, repositionnement sur des segments textiles durables en forte croissance. Chaque argument est étayé. Chaque chiffre vérifiable. Philippe tenta d'interrompre. Vous ne comprenez pas la complexité d'une entreprise construite en 30 ans. Élodie répondit sans élever la voix. Justement, 30 ans de travail méritent d'être protégés, pas fragilisés par l'orgueil. Un murmure parcourut la table. Ce n'était pas une attaque personnelle, c'était un constat. Son avocat se pencha vers Philippe et murmura quelques mots. Il n'y avait aucune faille juridique, aucun vice de procédure. Tout avait été fait avec une rigueur méthodique. La réunion dura près de 3 heures. À mesure qu'elle parlait, quelque chose changeait dans la pièce. Les administrateurs, d'abord sceptiques, commencèrent à poser des questions techniques. Élodie répondit avec précision. Elle ne cherchait pas à humilier, elle cherchait à convaincre, et elle convainquait. À la fin, Philippe resta silencieux secondes. Son regard ne contenait plus de mépris, il contenait une reconnaissance contrainte. « Très bien », finit-il par dire. « Nous voterons sur le plan proposé. » Le plan fut adopté à la majorité. Philippe conserva un siège au Conseil, mais son pouvoir exécutif fut réduit, non par vengeance, par équilibre. Les mois suivants furent exigeants. Élodie travailla sans relâche. Elle rencontra les équipes, écouta les cadres intermédiaires, rétablit une communication transparente avec les employés. Elle refusa les décisions spectaculaires. Elle privilégia la stabilité. Les résultats ne furent pas immédiats, mais ils furent constants. La trésorerie se redressa progressivement. Les partenaires regagnèrent confiance. La presse économique évoqua un changement stratégique intelligent. Jamais elle ne mentionna son histoire personnelle. Julien lui écrivit un message quelques mois plus tard. « Je ne savais pas. » Elle relut ces mots longtemps avant de répondre. « Je sais. » Elle ne cherchait plus à être comprise. Elle n'avait plus besoin de validation. Un matin, assise dans son nouvel appartement lumineux à Lyon, elle regarda les toits baignés par la première lumière. Elle pensa à cette phrase lancée dans la salle notariale « Retourne dans ta misère ». Elle comprit alors que la véritable misère n'était pas financière. La véritable pauvreté était de croire que la valeur d'un être humain dépend de son origine, de confondre héritage et mérite, de mesurer la dignité au prix d'un costume. Elle, qui avait grandi au 3e étage d'un immeuble modeste, n'avait jamais été pauvre. Elle avait été patiente, elle avait été lucide, elle avait été forte. Et surtout, elle avait choisi de ne pas répondre à l'humiliation par la destruction, mais par la construction. C'est peut-être là la plus grande leçon de son histoire. Ne laissez jamais les autres définir votre valeur. Ne confondez pas silence et faiblesse. Et souvenez-vous que les racines modestes forment souvent les arbres les plus solides. Si cette histoire vous a touché, laissez un like pour soutenir ce type de récit inspirant. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires pleines de sens et d'émotions. Partagez-la avec quelqu'un qui doute de sa propre valeur aujourd'hui. Et dites-moi en commentaire, que feriez-vous à la place d'Élodie ?